Bienvenue sur la chaîne sonvideo.com. C'est au-delà du grand déballage, ou si c'est un grand déballage, c'est un grand déballage de luxe, car nous sommes à Eindhoven, devant le siège de Sound United. Alors Sound United, ce sont les marques Polk Audio, Denon, Marantz, Definitive Technologies et Classé. Et dans cette vidéo incroyable, comme toujours, je vais partir dans le temps et pour ce faire, va entrer en piste dans quelques instants à mes côtés un homme extraordinaire qui bosse chez Marantz depuis 30 ans, qui se prénomme Rainer et qui est à la fois un ingénieur acoustique et le garant de la signature sonore des produits Marantz pour le sol européen. C'est-à-dire qu'il y a un truc que vous devez savoir tout de suite, c'est qu'au Japon, ils n'ont pas le même voltage, donc de ce fait, le son peut être très différent entre le Japon justement et l'Europe. Et lui, son rôle, c'est d'ajuster la signature sonore pour qu'en effet, les produits qui sont pour le marché japonais sonnent exactement de la même façon que pour le marché européen. C'est déjà fabuleux à la base. Dans cette vidéo, il sera à mes côtés notamment pour la partie musée, c'est-à-dire dans quelques instants, vous allez avoir des produits historiques de Marantz qui vont permettre de comprendre la marque, d'où elle vient et où elle va. Et après, bien sûr, on aura les détails de tout ce que fait Rainer ici au niveau des écoutes, avec en même temps l'histoire de Ken, qui est quelqu'un d'important pour Marantz, que les audiophiles connaissent bien, qui a donc bossé ici dans la salle où je suis, actuellement à Eindhoven. Bref, une vidéo qui sera riche en émotions, en découvertes, en surprises et en signatures sonores. On va entrer dans le dur du sujet maintenant, mais j'ai l'âme fatale. Bonjour, Rainer, how are you? Hi. Alors Rainer, en fin de compte, ça va être mon guiding light pendant toute cette vidéo, et donc on va parler ensemble de tout l'historique de Marantz qui a débuté en 1953, puisque c'est Saul Bernard Marantz qui a fondé la boîte en 1953. Il a commencé par concevoir un ampli pour lui, et après il est passé du hobby au business, tout simplement. Et donc le plus vieux produit qu'on a sous les yeux est ici. Alors ça, c'est le modèle 3, qui est donc en effet le plus vieux ampli qu'on a ici, qui a été justement construit à Long Island, donc à New York, dans les années 50. Donc c'est vraiment le tout début, tout l'historique de Marantz débute là. Et donc c'est une boîte américaine, hein, ce n'est pas japonais. Là, on va vraiment dans les tréfonds du début de la marque Marantz. Ça, c'est le modèle 7. En fin de compte, c'est un modèle iconique. Ils ont mis 10 ans à le concevoir et c'était la première fois que Marantz avait vraiment une résonance mondiale avec un produit. C'est vraiment le top départ de la carrière de Marantz. Alors, bien sûr, cette chose-là, c'est un préampli et 2 ans après, ils ont construit ceci. L'ampli pour avoir le parfait binôme. Donc on avait déjà donc l'idée de ce que voulait Marantz pour le grand public, donc des produits déjà d'exception dans le monde de la stéréo et de la hi-fi. Ça, c'est un modèle on ne peut plus iconique qui est arrivé dans les années 60. C'est le modèle 10 qui est un tuner, uniquement un tuner Marantz. Regardez un petit peu ce qu'il y avait quand même au niveau de l'architecture, avec un oscilloscope. On voit ici donc le canon, un oscilloscope qui était placé là. Alors, on m'a dit de source sûre que si on le trouve sur Internet à la vente, c'est minimum 10 000 €. Tellement la pièce est une pièce recherchée par les fans de la hi-fi, tellement ce produit est iconique de A à Z. Donc là, globalement, ce sont les années 60 qui sont donc exposées, avec donc le modèle iconique qui est ici, ce tuner. On va montrer un peu le canon ici, donc de l'oscilloscope qui est juste là. Années 60, ils ont été vendus à Superscope et voici la première bestiole qui est sortie. Regardez un petit peu. C'est un monstre, un tuner monstrueux avec un truc iconique, enfin qui deviendra iconique. Regardez la molette. Pour les amoureux de Marantz, ça veut tout dire cette molette. Ce produit est doté d'un oscilloscope fonctionnel avec un bel écran ici, développé 2 fois 400 watts. Donc c'était vraiment un produit absolument étonnant, qui était tout simplement un exercice d'art à l'époque, et de dire voilà, Marantz est là, ils sont puissants dans tous les sens du terme, et lancent des produits de cet acabit. Là, on va carrément à l'arrière de la bestiole, parce qu'il y avait un refroidissement gigantesque, parce qu'avec 2 fois 400 watts, il y a les Franco. Hein. C'est à l'époque où les gens commençaient à acheter des haut-parleurs de très grande taille et haute, avaient besoin justement de les animer, et ce produit est tombé à pic. Même chose, c'est un produit de collection hein, qui est là, dans le musée Marantz. Je suis très très heureux de vous montrer. Dans l'esprit des années 70, on a ce type de produit qui est arrivé également, vous voyez, un petit peu bien cossu et autres, du Marantz, quoi, du solide. Le ST8 qui est un tuner, voilà, toujours avec l'oscilloscope ici, la belle finition. Et la molette, iconique, je reviens dessus, hein, cette molette qui a suivi les idées de Marantz pendant longtemps. Et le PM8 qui est donc un ampli d'époque, si je puis dire. On reconnaît quand même le design à 10 km, quoi. Très léger, hein. Non, je ne casse pas les produits dans les showrooms. Croyez-moi, ils sont plus résistants que moi.
Années 70, c'est assez particulier pour Marantz années 70 parce qu'en fin de compte, on a créé Marantz Japan, qui est donc une entité différente de Marantz États-Unis, qui a continué. Donc sur la marque Marantz Worldwide, il y avait Marantz Japan et Marantz États-Unis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un personnage clé qui est apparu à la fin des années 70 au Japon, Ken Ishiwata, qui était à l'époque une interface entre justement le Japon et les États-Unis, parce qu'en effet, c'était des cultures différentes, c'était des ingénieurs différents, il y avait des trucs différents dans la tête, et Ken était là justement pour ajuster les choses entre Marantz America et Marantz Japon. Et au fur et à mesure, Ken est devenu quelqu'un de très très important, Ken Ishiwata, un ambassadeur, quelqu'un qui a vraiment une très belle oreille, et qui est devenu vraiment la figure de proue justement de Marantz. Et cet homme, que moi j'ai rencontré des dizaines de fois dans ma carrière, est très très connu des audiophiles, c'est vraiment un esthète, c'est lui qui a vraiment posé sa touche sur tous les produits hi-fi haut de gamme de Marantz. Mais quelle histoire, quelle belle histoire Marantz. Années 80, Philips est entré en piste, et attention, et pas qu'un peu, ils ont acheté toute la partie hors États-Unis de Marantz. À ce moment-là, Marantz a bénéficié justement de l'expérience de Philips. Il a commencé à s'engager dans la folle aventure du CD audio. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes à Eindhoven, ici chez Denon Marantz, puisque Philips et Eindhoven, c'est une longue histoire d'amour quand même. Et justement, le rachat de Marantz par Philips a donné naissance en 1983 au premier lecteur de CD Marantz. Le premier d'une longue lignée. C'est le début de grande aventure, parce qu'en fin de compte, en 1991, ils ont également lancé leur premier enregistreur de CD, le premier CDR signé Marantz. Bref, c'est sur les rails, quoi. Truc très important, vraiment très important, du fait que Marantz a intégré justement le giron de Philips, une fois que l'intégration s'est produite, Marantz avait accès à vraiment toutes les technologies de Philips qui à l'époque étaient très en avance sur le numérique, sur le CD audio, donc de ce fait, Marantz avait toujours un coup d'avance sur les produits qu'ils sortaient au niveau de la technologie appliquée notamment au numérique. Et ça c'est important de le notifier dans l'historique de Marantz. Dans la vie d'une marque, d'une entreprise, il y a toujours des moments clés, des dates importantes. 1990, c'est la sortie d'un lecteur de CD iconique qui s'appelle le CD7 de Marantz, avec bien sûr les technos Philips à l'intérieur. Et en 90, Philips gonfle les biceps et achète carrément Marantz America. Donc Philips devient propriétaire de Marantz Worldwide. Voici le CD23, regardez un petit peu le concept. D'abord, c'était une belle œuvre d'art. Et regardez comment on plaçait le CD. Okay. Voilà. Voilà, le petit palais ici qui était aimanté, on passait le CD, et c'était fini, on fermait la cocotte minute, et c'était bien stable. C'était étonnant, avec bien sûr les technologies appliquées par Philips à ce type de produit, qui est donc pour l'époque très en avance. Années 90 toujours, le début vraiment de la hi-fi de qualité avec un format mini, c'est-à-dire que vraiment, ici on avait le préampli et 2 amplis mono, qui essayaient de faire justement du son sans avoir des monstres qui étaient derrière. Ça, c'était vraiment le travail de Marantz à l'époque. Donc, il y a un trick. Ça, c'est classe AB. Au niveau des amplis, vous aviez la classe A. Regardez, les monstres étaient ici. Et c'était à la même période. Ces modèles sont connus des audiophiles. Très, très connus. Révolution. Révolution. Fin des années 90. Premier lecteur de SACD. Signé Marantz. SA1. Qui coûtait une fortune à l'époque et qui se retrouve à coûter très très cher maintenant, justement si vous le trouvez d'occasion. Une bête de compétition, très très connue des audiophiles. Nous sommes en 2002 et attention, coup de tonnerre. Coup de tonnerre dans le monde de la hi-fi, fusion entre Marantz et Denon sous l'égide de Philips, qui a donc les 2 marques jusqu'en 2008. Mais attention, truc également très important, les 2 marques ne sont pas vraiment concurrentes, elles ont des cibles différentes et des signatures sonores différentes. On va y revenir. 2008, c'est le coup de tonnerre dans l'univers de la hi-fi mondiale. Marantz et Denon prennent leur envol. Bye bye Philips, une holding est montée. D&M Holding. Après, cette holding va accueillir justement la marque Boston et d'autres. Enfin bref, c'est l'émancipation en 2008. Il faut bien comprendre que la holding composée de Denon et Marantz a fait des 2 marques quelque chose de très puissant, puisqu'en effet l'union fait la force, l'union des bienfaiteurs. De ce fait, on a pu mieux négocier avec les usines de fabrication, mieux négocier l'achat des composants, et surtout, on avait des ingénieurs qui n'étaient pas communs, mais qui se parlaient entre eux, justement entre Denon et Marantz, ce qui fait que tout en gardant justement la spécificité des 2 marques au niveau de la signature sonore, on avançait très très vite technologiquement et techniquement. Donc c'est tout bénef. Comme vous le savez, une marque, c'est une signature sonore.
il y a des gardiens du temple pour ça au Japon. Il y a ce qu'on appelle les sound managers. Dès qu'un produit est conçu, les sound managers passent des journées entières à écouter le produit pour savoir s'il correspond bien à la signature sonore de Marantz. Et en effet, s'ils approuvent sa signature sonore, et si après, justement, il y a plein de gens dans le public qui disent « Ouais, ça va pas, c'est pas du Marantz », c'est eux qui auront un problème. Ces acousticiens, ces ingénieurs font super attention à ce que la signature sonore respecte l'idée, la philosophie de Marantz, qui veut que le son Marantz, la signature sonore Marantz, soit une signature relaxante, apaisée, avec une très grande scène sonore, très très ouverte. Ça, c'est le son Marantz. Et si jamais ça rentre pas dans les cases, ça ne va pas du tout. On va voir dans quelques instants Rainer travailler ici dans cette pièce sur un produit pour justement respecter la signature sonore au niveau de l'Europe. Et on s'est rendu compte que le voltage japonais et le voltage français donnaient les résultats audio tout à fait différents. La signature sonore changeait. Là, c'est la séquence de grande émotion. Voici l'homme qui est ici, Rainer, dont son antre, là où il travaille. Il ne veut pas que je le dise, mais cet homme a une oreille d'or. Il n'est pas le seul, puisque travaillait également ici Ken, le fameux Ken Ishiwata, ainsi que Oliver, qui sont 3 personnes dédiées au matériel vendu en Europe. Et le rôle de Rainer, c'est de s'assurer que la signature sonore du produit en 220 volts pour l'Europe est identique à la signature sonore au Japon. Donc pour ce faire, il a un CD de test, notamment, ainsi que des vinyles qui sont là pour la décoration, mais c'est pour faire joli, un CD de test qui est identique depuis des années. C'est-à-dire qu'il connaît par cœur son CD de test, et à chaque fois, il l'écoute, le réécoute avec tous les matériels qui sont proposés. Il y a des écoutes différentes pour les modèles qui sont home cinéma ou stéréo. C'est-à-dire qu'il y a des sessions entièrement différentes. Les enceintes qui sont ici ont été partiellement conçues justement par Ken Ishiwata. Donc c'est pour ça qu'elles sont utilisées ici, Ken étant aussi un des gardiens du temple pour le marché européen. Il est très connu bien sûr au Japon parce qu'il vient de là-bas. Ce que fait Rainer, c'est qu'il écoute entre 25 et 30 produits par an dans cette pièce. Et s'il y a un ajustement à faire, le produit ne repart pas forcément. Il a des solutions alternatives ici, avec des pièces, avec des petites portions d'électronique, si je puis dire, qui peuvent corriger un éventuel problème qu'il n'a pas souvent. Il m'a dit, hein, globalement, quand il écoute le produit ici, la signature sonore est respectée. Mais dans le cas où, on peut intervenir sur place, ici à Eindhoven, pour corriger quelque chose qui serait, entre guillemets, un tout petit peu, un chouïa éloigné à la signature sonore de Marantz. Alors justement, j'en profite pour expliquer un petit peu la différence de signature sonore entre Marantz et Denon. Marantz, c'est une signature sonore qui est très très ouverte, relaxée, apaisante, qui n'est entre guillemets pas agressive. Le mot est à prendre avec des pincettes. Par contre, Denon, c'est un peu différent. C'est beaucoup plus punchy, c'est plus enjoué, il y a un peu plus de travail sur le grave. Donc c'est vraiment très différent dans la conception de la signature sonore, de la philosophie. Ces deux entités différentes, on conserve dans tous les cas les deux signatures sonores sur les deux marques. Ça, c'est immuable. Maintenant et dans le temps. By the way, thank you very much. Thank you for all this. Thank you for being so kind. Pour les 50 ans de la marque, Marantz a pondu ceci, qui au niveau des références reprend les chiffres historiques, du moins iconiques de la marque du 7 et du 9. Donc, c'était lancé worldwide, avec certainement Ken Ishiwata aux manettes, pour la signature sonore. Voilà, toute l'équipe a fait le maximum pour essayer d'apporter le maximum d'informations dans cette vidéo consacrée à l'univers de Marantz. Vous avez pu avoir l'historique, vous avez pu avoir en effet le métier de Rainer ici, qui est le gardien du temple de la signature sonore. Bref, des infos, j'espère, importantes pour vous. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de réaliser ce reportage pour le média YouTube sansvideo.com. J'espère qu'on se reverra très très vite dans un grand déballage, grand, mais là c'est le grand déballage méga star, parce que là c'est carrément un reportage, c'est génial. Allez, à bientôt. Ciao.